Nous arrivons, voyageurs, dans l'un des villages les plus reculés de l'état de Monagas, au Venezuela. Son petit-fils disait qu'il avait 104 ans. Bon, j'ai beaucoup marché par ici, je suis allée un peu partout, même très loin. Mais je suis toujours ici, à ma place. Et il adore les portes de Miraflores. Les portes de Miraflores, c'est mon atout. Regardez, quelle folie ce canyon se trouve au Venezuela, messieurs, dans l'état. Monagas, les portes de Miraflores. Bonjour. Comment vont ces fous de voyage depuis le sommet d'une montagne à Caripe, dans l'état de Monagas? Nous vous avons emmené découvrir l'intérieur du Venezuela. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est la vie à l'intérieur du pays. Nous allons discuter avec des personnes pour découvrir leur routine, les services de base et d'autres informations susceptibles de vous intéresser dans cette vidéo. Et nous visiterons également les grottes du Huacharo, les portes de Miraflores et d'autres sites d'intérêt dans cet état. C'est délicieux. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite? Nous épluchons le maïs, c'est du maïs épluché. Ah, du maïs épluché. Et à combien est la petite galette? À 10 bolivars, du maïs épluché. 10 bolivars. Bon, donnez-moi une petite galette. Alors 10 bolivars, c'est 50 centimes de moins, environ 40 centimes de dollars. On ajoute ça au maïs, à la cendre, et c'est pour ça que ces galettes sont si délicieuses. Mais une question, quelle est la cendre qu'on ajoute? La cendre provient-elle du bois de chauffage? Du bois de chauffage, donc cette cendre qui était là en bas, vous la mettez dans cette eau? Et alors le maïs se pèle? Après que le maïs a bouilli avec la cendre, que fait-on? Puis on le lave soigneusement. D'accord? Et après? On le broie. Et après on le broie? On le broie, on prépare des arepas, c'est délicieux. Écoutez, regardez comme ces arepas sont épaisses. Quelle est... Délicieuse. Voyons. Comment... S'appelle ce petit village, madame? Ce village s'appelle Guanagua. Guanagua. Guanaguana. Guanaguana, nous sommes à Monagas. Dans l'état de Monagas. Comment que c'est la vie par ici, à Guanaguana? Ici à Guanaguana, c'est encore un village sain. Nous vivons de l'agriculture et des ventes, comme vous avez pu le remarquer. Sur la route, il y a beaucoup de petits kiosques, n'est-ce pas? Oui, nous vendons des arepas et tout ça, et c'est avec ça que nous vivons ici. Et les camionneurs, j'imagine, passent et achètent le petit cochon? D'accord, racontez-moi monsieur, que me recommandez-vous de faire par ici? À Caripe? Eh ben, à Caripe, par exemple, il y a des endroits touristiques, il y a des endroits où l'on trouve des fraises avec de la crème, des légumes, des potagers. C'est un village sain, joli et touristique. Quelle beauté, nous y allons très excités. Je l'ai déjà goûté, c'est incroyable. Délicieux. Voyons avec ce petit cochon. En fait, j'ai écouté comment ça se fait. C'est un processus fastidieux, ce n'est pas facile à attraper. Petite pâte, farine, pain. Plus joli pour que tu n'oublies pas le nom. Même si je n'ai pas encore donné de nom au kiosque, il s'appelle Kiosque Dieu est bon. Kiosque Dieu est bon. Du pasteur Julio Velasquez. C'est bien ça? Et Dieu est bon. Nous séjournons à Loma Paraíso, une auberge qui fait partie du circuit de l'excellence ici au Venezuela. J'ai dû demander à mon meilleur ami de me prêter sa camionnette parce qu'elle a une plus grande capacité d'essence que la mienne, qui est 5% d'origine parce que j'avais Peur de ne pas trouver d'essence. Nous sommes venus depuis Caracas. Et franchement, étonnamment, à Guarenas, Guatira, il n'y avait pas du tout d'essence. Mais au fur et à mesure que nous avancions à l'intérieur du pays, nous avons trouvé de l'essence. Cuau, à El Guapo, à Cupira, à Puerto La Cruz, même en entrant dans Monagas, il y avait de l'essence. Et j'ai été très surpris par cela. bon état Des routes de ce côté du pays. Du moins en comparaison avec la grande savane qui est un Désastre. mais un super désastre. J'ai une anecdote au hasard, je ne me souviens pas de la première fois que j'y suis allé. Je suis allé à la Grande Savane. J'ai mis du temps. 13 heures en partant de Caracas. Nous partions à minuit et nous arrivions à 15 heures. Conduire la nuit était un peu fou, mais c'était il y a 8 ou 9 ans. Et la dernière fois que nous y sommes allés, il nous a fallu 15 heures rien que depuis Puerto Ordaz. Et nous avons passé une nuit à Puerto Ordaz.
De Caracas à Puerto Ordaz, c'était 8 heures, donc ça aurait fait 23 heures si nous avions roulé d'une traite. Ce qui n'est pas possible, c'est inhumain, mais vraiment pour ici, pour Monagas, c'est spectaculaire, vraiment spectaculaire. Notre premier arrêt aujourd'hui sera le marché municipal de Caripe. Ici, nous allons chercher quelque chose pour le petit déjeuner. Et il y a un gros tequeño, je l'ai vu aussi dehors. On va faire un petit tour et si on ne trouve rien d'autre, eh bien, on revient pour ce gros tequeño. Luis Rios, que je vais vous présenter, sera notre guide et nous accompagnera. Il nous a dit que la vie commerciale ici à Caripe est assez européenne. Elle commence vers 8 ou 9 heures et vers midi ou 13 heures, il y a une pause. C'est-à-dire que les commerces ferment et rouvrent à 16 heures. Je me déclare fan de visiter les petits marchés. Je me déclare fan. Et c'est ça qui définit vraiment la culture locale des endroits. C'est-à-dire quoi? Une demi-cachapa en forme d'empanada. C'est une petite empanada. Elles sont énormes. Ce sont des empanadas gastronomiques. Et à combien tu les vends? Ma reine, 30. 30 bolivars, c'est-à-dire environ 1 $ et 5 centimes. Ok, regardez, cette empanada, je vais la comparer avec mon visage. Regardez-la à côté de mon visage pour que vous voyez la taille de l'empanada. C'est fou et elle est énorme, allons-y. Je l'ai commandée au pabellon qui contient essentiellement du fromage, des haricots noirs et de la viande effilochée. Tout ça mélangé dedans, c'est délicieux. Combien coûtent ces gros tequeños? Ils sont à 12 bolivars. 12 bolivars. Regardez, 12 bolivars, ça fait environ 50 centimes, non, un peu moins, environ 45 centimes de dollars. Et on vient de payer 3 $ pour les 2 méga empanadas et un petit jus d'ananas que j'ai bu. Franchement, ça, c'est vraiment trop économique ici aux Caraïbes. Nous sommes déjà arrivés à Miraflores, aux portes de Miraflores. Nous allons faire une randonnée pour atteindre le canyon et avoir les meilleures vues de cet endroit. Nous avons garé la camionnette là. Nous sommes tombés sur une petite maison où il est écrit qu'on vend des boissons fraîches, des cigarettes, du rhum et du pain. Que demander de plus? Eh bien, j'enlèverai ça, mais le rhum et le pain, c'est bien, et un peu de boisson gazeuse pour le rhum. Regardez, nous sommes ici avec... c'est qui déjà? Noélie? Noélie? C'est la fille de Madame Noémie, une femme très connue dans la région des portes de Miraflores. Où est sa mère, Madame Noélie? Elle vit dans l'état de sucre. D'accord. Et comment est-ce la vie ici aux portes de Miraflores? Très bien, vraiment très bien, tout est tranquille. C'est calme, n'est-ce pas? Vous habitez près d'une rivière? Êtes-vous heureux ici? Oui, très. Ça a l'air très agréable et en pleine nature, tout est spectaculaire. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Eh bien, toute la nature, la tranquillité, la rivière et toute l'eau qu'il y a. Nous allons commencer la marche vers les portes de Miraflores. Il s'est écoulé environ 30 minutes entre la voiture et l'entrée du canyon. Et notre guide nous disait qu'il n'allait pas nous emmener par le chemin traditionnel que prennent les touristes, mais par un chemin local pour avoir différentes perspectives du canyon. Alors accompagnez-nous et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Abonnez-vous et activez les notifications pour être alerté de chaque nouvelle vidéo sur YouTube. Allons-y! 2 des guides locaux qui vont nous accompagner aujourd'hui sont Chris et Herbert. Ils vivent ici, aux portes de Miraflores. Et tout au long de cette visite, nous allons aussi leur demander comment est la vie au milieu de tant de nature. La première anecdote intéressante qu'ils m'ont racontée, c'est que juste derrière nous, il y a la rivière la plus courte du monde. Il s'appelle la rivière Mapurit et elle prend sa source sous cette pierre qu'on voit là-bas au fond et elle se jette ici, seulement 13 mètres jusqu'à ce grand fleuve nommé ainsi. les Guarapiche et les Guarapiche. C'est-à-dire 13 mètres, c'est populairement connu sous le nom de petite glacière. Et je doute qu'on sache pourquoi. Mais vous pouvez sûrement l'imaginer. Regardez, là-bas, derrière, c'est Louis. Voici Luis Rios,
qui a lassé le guide qui nous accompagne depuis ce matin. Il est un peu timide devant la caméra, mais ne t'inquiète pas, on va lui faire dire quelques mots petit à petit. Regardez, Herbert nous disait que son surnom est Pirino. On t'a donné ce surnom, enfant? Parmi les chauves, tout le monde t'appelle Pirino. Maintenant, on peut t'appeler Pirino? Avec plaisir? C'est bon, Pirino, qu'est-ce que tu me disais à propos de cette petite maison orange qui est juste derrière? Dans la petite maison, il y a un endroit où le signal arrive. À cette fenêtre, ils le mettent dans le coin en haut, ils posent le petit téléphone et à partir de là, tu ne peux plus le bouger. Parce que tout se fait en haut-parleur, il enregistre les messages et les lit et lui, il sort. Ah, mais le signal, quoi? Comme Internet? Pour WhatsApp? Non, rien de tout ça. Juste des messages? un simple petit message texte. Rien de tout ça. Tes données? Ah, et si tu veux appeler, tu ne peux pas toucher le. Téléphone sans numéro, tu appuies, l'appel démarre. Tu dois parler en haut-parleur, non? Donc tout le village entend. Tout le village, c'est tout sur le village. Aïe. Mon Dieu, ici, il n'y a pas de conversation. Regarde, tu sais, en petit village, vous connaîtrez la suite. Nous continuons notre chemin. Ça arrive jusqu'ici, la route s'arrête là. Là-bas, ils ont mis un parc. Toutes les petites maisons sont autour. C'est une petite communauté d'environ 240 familles. D'accord, ce pont en reconstruction est notre chemin vers les portes. D'accord? Et Ici, mon campement est aussi de l'autre côté de la rivière. Ma grand-mère, qui a 104 ans, pourra-t-on la voir là-bas? Bientôt, oui. l'a rencontrée. Quelle, 104 ans. quelle émotion. Nous devons savoir comment on atteint cet âge. Bonne journée. Qu'est-ce que vous portez là? Eh bien, Si je porte. Caraota madura? Karaota Madura. Quel âge avez-vous, chef? J'ai 76 ans. 76 ans. Et à cheval, quelle personne si résistante? 76 ans. n'est-ce pas? Et le monsieur porte ses haricots pour les emmener au village et les vendre. Parce que Pirino nous disait, alors qu'on marchait, que c'est un village très agricole. En fait, les semailles commencent en mai. Et cette année, à cause du peu de pluie qu'il y a eu, nous sommes à la mi-juin. Bon, pas vraiment à la moitié. On est presque à la fin et ils n'ont toujours pas commencé les grandes semailles. Et l'un des produits les plus cultivés est le haricot, le maïs, le manioc ou le kumo chinois. Mais surtout, le kéfir, c'est le principal de tout ce qui est cultivé ici. Et je veux souligner l'attitude du Seigneur, c'est un sourire, une gentillesse. Et on voit qu'il s'est levé très tôt pour aller chercher les haricots noirs et maintenant il va aller les vendre. Et il continue avec une très bonne attitude. On prend le métro, on a du confort, la climatisation, je ne sais pas, et on fait la tête toute la journée. Ce monsieur travaille depuis tôt le matin avec beaucoup d'efforts et nous offre son plus beau sourire. Nous arrivons au campement Abuela Isabel, la maison de Pirino, où il héberge aussi des touristes qui veulent venir découvrir les portes de Miraflores. Nous sommes à peine à 1 kilomètre de l'entrée des portes et nous allons rencontrer la grand-mère qui a 104 ans et on nous dit qu'on l'appelle Mama Coco parce qu'elle lui ressemble. Ceux qui ont vu le film Encanto sauront de qui il s'agit. Depuis quand cette auberge fonctionne-t-elle? 9 ans, Et combien coûte une nuit ici? entente, $5, tout dépend. Et Vous proposez des chambres? Oui, nous en avons. Voici une alternative économique pour découvrir les portes de Miraflores. En plus, c'est qu'avec un vaquiano, un guide local, que- il vous emmène découvrir les meilleurs endroits de ces lieux. Là, c'est ma grand-mère. comment? Mamie, Elle ne voit pas? Comment vas-tu? Je suis là, ma petite grand-mère. Ici, je ne vais pas très bien, mais je tiens le coup. Comment allez-vous? Ici, tu sais, je ne vais pas te dire que je vais mal, mais j'ai encore une blessure. Alors, C'est ça. Son petit-fils nous disait qu'il avait 104 ans. Vous vous souvenez de la date de votre anniversaire? mon anniversaire est le 3 décembre. Le 3 décembre? Oui, ah, waouh. Et quel est le secret pour arriver à cet âge avec un sourire comme le vôtre? Oh, mon fils, je ne sais pas comment j'étais avant, parce que jusqu'à maintenant, comme vous me voyez, je crois, depuis que je vis ici sur Terre, j'ai beaucoup d'amis très affectueux, tous avec moi et ma famille. Eh bien, qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de vivre ici? oh, ma fille, parce qu'ici, on peut dire que moi,
Je ne suis pas née ici, mais je peux dire que depuis toute petite, je vis dans cet endroit, ici. Depuis que j'avais environ 12 ans, j'ai commencé à vivre ici où je vis maintenant. J'ai beaucoup parcouru les environs. Je suis allée un peu partout, dans tous les coins, même loin d'ici, mais je suis toujours ici, à ma place. Il adore les portes de Miraflore. Les portes de Miraflores, c'est mon charme ici, mon fils. Ils y ont toujours vécu. Madame Isabelle, pouvez-vous inviter les Vénézuéliens aux portes de Miraflores? Comment? Bien sûr, ma fille, à bras ouverts, je vous attends ici. Beaucoup de gens sont déjà venus me rendre visite ici. Ici, il y avait des gens, des Américains qui venaient à l'époque où j'étais encore jeune. Je faisais du café pour tous ces gens, pour ces groupes qui venaient. Je leur faisais du café à tous. Ils mangèrent des oranges ici. Il y en avait beaucoup à la maison à cette époque. Ils mangèrent des oranges et passaient un bon moment ici. Après, ils partaient pour Margarita, pour Cumana et ainsi de suite. Ici, je vous attends tous à bras ouverts, tous ceux qui viendront par ici et me donneront de l'affection. Je vous attends ici. Merci, mamie Isabelle. Ici. Nous sommes à votre service. Ici, Pirino explique que c'est le campement où l'on installe les tentes. L'herbe a été courte et spectaculaire. Là-bas, il y a un espace feu de camp. Évidemment, en ce moment, avec la saison des pluies, ce n'est pas trop possible. Mais ici, il y a un petit toit pour que les gens puissent manger. Pirino, raconte-moi comment est la vie ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pendant une journée normale? Ma vie normale ici, c'est l'agriculture. L'agriculture, oui. Parfois, je me détends en faisant du sport comme courir en montagne. En été, je passe toute la journée à escalader, là-bas sur les cordes aussi. J'ai une petite école d'escalade pour enfants et je forme la communauté ayant débuté l'escalade enfant moi-même. Je veux aussi que les enfants de la communauté et des environs s'intègrent à ce sport. Voici ma routine ici. D'accord. Et comment sont les services dans la région, où je sais que l'eau, vous l'avez directement de... Oui, nous avons en ce moment, en hiver. Chez nous, le principal problème est l'électricité. Dès qu'il pleut, elle coupe très souvent. Pour les autres services, ça va. Et en été, vous avez l'électricité sans problème? Dans la communauté, nous n'avons ni réseau téléphonique, ni données, ni terminaux de paiement. Mais nous avons des auberges à l'entrée du village. Nous avons d'autres endroits très jolis à l'entrée, comme la source chaude. Ce sont aussi des eaux thermales situées en montagne avec plusieurs auberges sur place. On cuisine ici au feu de bois. Nous cuisinons au feu de bois et au gaz à l'intérieur. Maison. Ah, à l'intérieur de la maison. Et le gaz, il arrive, vous devez aller l'acheter. On va au village pour l'acheter? Il l'achète et revient. Oui, il y en a souvent au village. Oui, exactement. D'accord. Je trouve que c'est une vie très calme et détendue. J'ai parlé avec plusieurs personnes d'ici, des portes de Miraflores, et tout le monde a l'air très heureux. Est-ce que tu te considères heureux de vivre ici? Je ne changerai ça pour rien du tout, n'est-ce pas? Même si nous n'avons pas les avantages des signaux de la ville. Exactement. Pour ma part, je n'en ai pas besoin. J'ai vécu dans ce monde-là et mon monde, c'est la campagne, l'agriculture, le sport et je n'échangerai ça pour rien au monde. Mais si tu devais améliorer 3 choses, lesquelles ce seraient? Ce qui manque vraiment ici, c'est le réseau téléphonique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui n'ont pas de moyens de payer parce que parfois il n'y a pas de terminaux, alors ils n'ont pas d'espèces. C'est vraiment ça qui me manquerait beaucoup. Avec le réseau téléphonique, il y aurait des terminaux de paiement et les gens pourraient payer. Et toi? Mais pour le reste, nous avons une auberge, nous avons ici le campement. Il y a plusieurs maisons qui ont aussi des chambres disponibles pour les visiteurs. Si l'on ne souhaite pas dormir sous tente ou en hamac, il est possible de louer une chambre dans chaque zone de la communauté. D'accord. Bon, maintenant montre-nous. On est déjà impatient de voir ce canyon. Bon, d'ici, on part tout de suite du campement. Devant la maison, vous trouverez le chemin menant directement aux portes. Un grand canyon d'environ 200 mètres chaque roche. C'est l'une des plus belles zones d'Amérique latine à cause du type de roche. De nombreux alpinistes internationaux viennent ici. Sérieusement? Les derniers alpinistes internationaux sont venus quand? Des étrangers? 2020? Elle est venue. Emily Harrington, c'est la meilleure alpiniste féminine. Du monde? Waouh, regardez. En 2020, la meilleure grimpeuse du monde était ici.
au port de Miraflores, au Venezuela. Quel privilège pour toi. Et toi, tu as sûrement été son guide? Bien sûr, oui. Quel privilège pour toi, n'est-ce pas? Oui, j'avais un... Moi, j'ai déjà eu le privilège de Chris Sharma, Arnold Potty, Emily Harrington. Comme je l'ai dit, Madame Valentina Quintero m'a aussi pris en compte. Ce fut un grand honneur. Quelle beauté, n'est-ce pas? Eh bien, et tout récemment. Et avant-hier, j'ai reçu la nouvelle que j'avais été sélectionné pour le prix du tourisme au niveau national. Waouh, félicitations. Oui, quel champion. Félicitations. Merci. Bon, allons parcourir ces portes de Miraflores pour voir comment c'est. Pour suivre cet itinéraire, il faut traverser plusieurs fois la rivière. Voici la première. Il faudra donc se mouiller. Regardez, nous marchons sur ce chemin en béton, vraiment joli. Ah, le guide nous disait que ce chemin a été construit pendant le dernier mandat de Rafael Caldera, en 1993. Et juste ici devant, il se divise, vous allez le voir. Ici, c'est le chemin qui te mène à l'entrée des portes, par la route touristique, et ici par ce petit sentier. Nous, on va passer par là pour faire le tour du Morro, comme on l'appelle, afin d'avoir d'autres angles plus locaux. Rappelez-vous, Venez toujours avec un guide et sous la supervision d'un parc, c'est très important. C'est bien ça? Nous venons d'arriver aux hauteurs des portes de Miraflores et nous avons parcouru un chemin historique. Par ici passaient les Chayma, une communauté indigène qui vivait à Cumana et venait jusqu'à Caripe pour chasser, donc ces terres sont sans aucun doute ancestrales. Nous sommes descendus du sommet de la montagne, nous sommes arrivés et nous sommes sur le point d'entrer dans le canyon. Le climat est spectaculaire parce que même s'il fait un peu chaud à cause de toute la végétation, c'est très humide, mais il fait frais. Nous sommes ravis d'arriver et de plonger dans les portes de Miraflores. Nous venons de prendre une décision. Par là-bas, c'est comme le retour vers les portes de Miraflores et le canyon. Et si nous continuons tout droit sur ce chemin, nous allons visiter l'un des villages les plus reculés du Venezuela. Il s'appelle Santa Ana et il est très éloigné de toute forme de civilisation. En fait, ils vivent de l'agriculture et ils ont des mules avec lesquelles ils vont au village, toutes les 2 semaines ou une fois par mois, pour acheter des conserves et de la viande salée, parce qu'il n'y a pas non plus d'électricité là-bas. Donc ils doivent conserver toutes les protéines de cette façon, soit salées, soit en conserve. Qu'en est-il des légumes et légumineuses qu'ils cultivent? Ceux-ci complètent leur repas quotidien. C'est à environ une demi-heure d'ici et nous allons leur rendre visite et faire leur connaissance. Voir comment est leur mode de vie, comment se passe leur travail quotidien et apprendre un peu plus d'eux. Avant d'arriver au village reculé de Santa Ana, nous avons décidé de passer par une source. Regardez, c'est impressionnant. Tout ce que vous voyez là prend naissance juste là, sous cet arbre, que vous voyez là-bas. Sous cet arbre jaillit la source. C'est-à-dire littéralement, c'est la source. Regardez ça, la source de la fontaine. Nous arrivons voyageurs dans l'un des villages les plus reculés, dans l'état de Monagas, au Venezuela. Enfoui au cœur des montagnes, près des portes de Miraflores, à environ 2h30 à l'intérieur. Ces villages vivent en soi de l'agriculture, de tout ce qui est cultivé là-bas. Eh bien, allons découvrir un peu plus comment est la vie dans cet endroit. La rive du fleuve. Quoi? Ouh, j'ai failli tomber. Regardez quelle beauté, on voit qu'ils ont pas mal de bois par ici. Parce qu'ici, il n'y a pas d'électricité et je doute qu'il y ait du gaz non plus. Où? Ici, à Santa Ana, il n'y a que 5 petites maisons, dont celle juste derrière nous. Et là-bas, il y a la 2e, la 3e, la 4e, et tout en haut, il y a la 5e.
on nous dit que celle-là sert d'école, et celle qui est tout en haut est le dispensaire médical. Nous allons voir si nous pouvons rencontrer la professeure, qui est aussi l'infirmière de ce village. Non, c'est impressionnant, c'est tellement isolé. C'est fou. Je suis impressionnée qu'à notre époque, il y ait encore des gens qui vivent aussi isolés, sans les services de base qui, pour nous, sont essentiels. Ici, en pleine nature, j'ai tellement de questions à leur poser, c'est incroyable. Nous allons voir si nous pouvons rencontrer les habitants locaux et s'ils peuvent répondre à toutes les questions qui nous viennent à l'esprit en étant ici. Ah, quelles questions te viennent à l'esprit? Je voudrais savoir comment se déroule leur travail au quotidien, ce qu'ils font chaque jour. Dès le départ, je peux voir qu'ils n'ont ni électricité ni gaz, donc ils cuisinent tout au bois. Et comment? Conservent-ils la nourriture? Quel est leur passe-temps? Que font-ils quand ils n'ont rien à faire? Exactement. À quelle heure dorment-ils? Est-ce que chacun? À quelle fréquence vont-ils en ville pour acheter des choses? Comment communiquent-ils? Quoi? Incroyable. Waouh! En cas d'urgence, où vont-ils et comment font-ils? Tant de questions à poser. Regardez, tout comme je suis impressionné de rencontrer Madame Yolanda, qui a vécu ici toute sa vie, je suis aussi impressionné de rencontrer Marimar. Quel âge as-tu, Marimar? 29 ans. Tu es née ici? Non? Pourquoi es-tu venue? Je vis avec un de ses petits-fils. Et d'où venais-tu avant? De Begotte. Depuis combien de temps es-tu ici? Eh bien, d'ici 2 heures, je dirais 2 heures. 2 heures de marche. Oui, en marchant. C'est un petit village à Monaga ou déjà en dehors de Miraflores? Où ça appartient à Sucre. Ah, Ça appartient à Sucre, oui, mais c'est quand même un petit village où c'est déjà plus comme une ville avec des services. plus de maisons. Là-bas, il y a l'électricité. Ah, là-bas, il y a bien l'électricité, oui. Comment est la vie à Santa Ana? Bien. Merci à Dieu, tout va bien. Bonjour. Comment tu t'appelles? Samantha? Regarde Marimar. Une question. Et si Samantha tombe malade? Ou comment fais-tu pour lui acheter des choses? Je ne sais pas, le lait? Ou raconte-moi, comment prends-tu soin de la petite en étant ici? Ici, des remèdes maison, des plantes bouillies, de l'eau fraîche, tout. Bien sûr. Et si... Quoi qu'il arrive, il faut appeler le médecin et la faire sortir. Sinon, par ici, hein? Comment fera-t-elle, hein? À quelle fréquence allez-vous au village pour faire des courses ou autre? Hebdomadaire, ils y vont une fois, non? Vous savez? Regardez cette beauté. Tout est cuisiné au feu de bois, petite fille, pendant qu'elle filme avec la caméra. Tenez, voici. La demi-tasse pour le café. Tout à l'heure, on va prendre un petit café. Et ici, on nous dit qu'ils suspendent le poisson et la viande pour les saler et les conserver. C'est un peu comme une pré-cuisson pour ainsi dire, parce qu'ils n'ont pas de réfrigérateur, ce sont les méthodes les plus traditionnelles. Ici, ils ont plus de bois de chauffage. Ils ont aussi des piments qu'ils récoltent dans leur culture, et là-bas, quelques ustensiles de cuisine. Ils ont déjà les marmites. Et bon, c'est la vie dans le village de Santa Ana. Regardez, je vais entrer à l'intérieur de la maison principale. Évidemment, tout est assez sombre parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ici, il y a comme une chambre. Et ici, ils accrochent leur hamac? Ici. Nous accrochons des hamacs, tout, et faisons mûrir des bananes. Ah, et pourquoi? Et comme... La banane mûrie? Regardez dans tout cela. Ils prennent les bananes vertes, comme vous les voyez ici, et les font mûrir, puis les mangent. Combien de bananes mangez-vous par jour, Madame Yolanda? Ce qu'ils mangent, ils le mangent. Moi, parce que je ne mange pas beaucoup de bananes, non. Tu manges beaucoup de bananes. Moi? Oui, j'en mange un, mais pas comme ça. D'accord, un cacao. Et est-ce qu'ils mangent des fruits frais? Eh bien, certains. Ils les sucent, pas moi. Voilà ce qu'on extrait du cacao.
Ah, regardez, là vous avez. Quel délice! On le remue, on le grille, puis on enlève les petites boules. C'est délicieux. Et tu en veux 2 pour que tu puisses râper? Non, non, tranquille, tranquille, ça me va. Parce que ça se fait avec de la farine, et ça, oui. Oui, non, tranquille, tranquille. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Regardez, je n'ai vraiment pas de mots pour décrire à quel point ces gens sont bons et généreux. Ils veulent littéralement partager avec nous le peu qu'ils ont, et cela en dit long sur les Vénézuéliens. C'est ça, le Vénézuélien. Même s'il y en a quelques-uns qui ont de mauvaises habitudes, de mauvaises coutumes, de mauvais penchants, comme on dit ici, le dénominateur commun, la majorité de notre peuple est comme ça. Comme Madame Yolanda, qui voulait m'offrir les fèves de cacao qu'elle avait, et elle n'avait que 2 petits fruits de cacao là. Et j'ai dit non, non, vraiment, merci, mais avec tout. Et elle nous a sorti des régimes et des régimes de bananes, que pour ceux qui viennent d'autres pays, c'est la banane. Et on a fini par en manger plein. Vraiment, quelle beauté! C'est fou de vivre dans un village aussi reculé, mais quelle beauté de rencontrer des gens aussi chaleureux, aussi aimables et aussi prêts à t'aider. Vraiment, quel bonheur! Aujourd'hui, des amis connus. Aujourd'hui, ce sont 2 fous en voyage. Ils adorent le paysage et je prends Dieu à témoin. Nous venons de traverser la rivière pour revenir vers les ports de Miraflores et l'un des messieurs de cette maison nous a chanté une chanson spectaculaire, improvisée sur le moment. Et il nous a dit « Attendez là, on va vous offrir un petit morceau d'okumo chinois pour que vous le mangiez avec un petit poisson et une bonne petite salade là-bas aux portes. » Alors nous attendons. Quelle beauté, vraiment, quel spectacle! Voilà le vrai Vénézuélien, n'oubliez jamais. Nous étions là-bas chez Madame Yolanda. Ils allaient déjeuner des boulettes de bananes plantains et c'était pratiquement tout ce qu'ils avaient. Et malgré cela, ils ont partagé leurs plantains, leurs bananes avec nous. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir rencontré des gens aussi gentils qui me rappellent pourquoi j'aime tant mon pays. Nous sommes revenus à l'endroit où nous avons décidé de visiter le village de Santa Ana, la décision la plus importante du voyage. Ici, c'est le croisement d'où nous venons. Et nous descendons vers la rivière pour entrer par les portes de Miraflores, par l'arrière du canyon. La piscine naturelle que j'ai juste derrière moi s'appelle la Poza Azul. Et en saison d'été, entre novembre et avril, mai, elle est totalement cristalline, bleuâtre. C'est juste que lorsque les pluies commencent, à la fin du mois de mai, en juin, alors toute l'eau se mélange et elle devient comme ça, brunâtre. Mais on peut se baigner ici et c'est délicieux. En fait, ils ont mis un panneau là-bas disant qu'on ne peut pas sauter parce que les gens avaient l'habitude de sauter. Et ça a l'air plutôt amusant. C'est juste que c'est assez dangereux. Dangereux parce qu'en hiver, des pierres étaient tombées dans l'eau. Et évidemment, à cause de la turbidité de l'eau, on ne peut pas voir où se trouvent ces pierres. Et il y a eu un accident, donc les sauts depuis cet endroit ont été interdits. Mais si vous venez entre les mois de novembre et mai, vous aurez la chance de voir l'eau bleue cristalline. Je vais essayer de chercher des photos sur internet et vous montrer ici à quoi cela ressemblerait pendant cette saison. Maintenant, oui, mais... Mes fous, bienvenue aux portes de Miraflores. 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 Regardez, ici il y a un ancrage, là-haut un autre, plus loin encore un, et là-bas des plaquettes. Au début de cette vidéo, nous vous disions que ces voies sont escaladées, que les meilleurs grimpeurs du monde sont venus ici.
Et ce n'est pas pour rien. Regardez ces paysages incroyables. Imaginez-vous en train d'escalader ça. Il y a des voies là, pour les super débutants jusqu'aux super experts. Je crois que le niveau le plus élevé en escalade ici est le niveau 11. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais quel endroit incroyable, vraiment c'est magnifique. Sommes-nous déjà arrivés à la fin du canyon ou au début? Pour les personnes qui viennent sur le parcours touristique, vous pouvez l'identifier grâce à ce sentier dont je vous parlais, qui est fait en béton. Et il y a une tradition à laquelle je veux vous inviter si vous venez pour la première fois aux portes de Miraflores. Et c'est que, quand on arrive à la fin du sentier, comme vous le voyez là en ce moment, on baisse les yeux et on fait toujours. On regarde toujours en bas, au sol. Aussi pour éviter de glisser par terre, par terre, par terre. Il marche. L'idée, c'est de ne pas lever la tête. Regardez, ici, il y a un autre petit bout de chemin. Ne levez pas la tête jusqu'à ce que vous arriviez à la pointe du canyon. Oh oh oh, waouh! Regardez, quelle folie! Ce canyon se trouve au Venezuela, messieurs, dans l'état de Monagas, aux portes de Miraflores. Et attention, il n'est même pas à son apogée, parce qu'en cette saison des pluies, l'eau paraît un peu marron. Mais regardez une photo ici des couleurs que l'on peut voir en été. Donc n'hésitez pas à découvrir les portes de Miraflores, c'est spectaculaire. Et maintenant, vous savez, si vous venez, donnez-lui cette touche charmante, cette touche magique en baissant les yeux jusqu'au bout du sentier, puis laissez-vous surprendre par toute cette magie, cette immensité. Le canyon. Nous avons quitté Miraflores et je rentre à Caripe. J'avais envie de m'arrêter ici, hier je n'ai pas pu. Je vais manger des fraises avec de la crème, qu'en penses-tu? Vous avez des fraises avec de la crème? Alors, oh, vous allez me... Demandez. Et les fraises, on les plante par ici? Eh bien, quelques-unes, mais en ce moment, on arrive à peine à couvrir la demande avec le peu qu'ils plantent par ici. Mais autrefois, enfin, il y a quelques années... Ça venait surtout de l'extérieur, parce que... La demande était très forte là-bas. Et celle d'ici ne couvrait qu'environ 10% de la demande. Regardez, nous sommes revenus à l'auberge Loma Paraíso et on vient de nous faire goûter une chicha d'Okumo. C'est-à-dire que la chicha se fait normalement avec du riz ou des pâtes, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire une chicha avec de l'Okumo. Et alors, les filles? Elle est délicieuse, oh. C'est-à-dire spectaculaire. Moi, j'ai demandé quelques glaçons parce qu'elle est à température ambiante, mais... Il n'y a pas de différence avec la chicha traditionnelle de riz ou de pâtes. Il n'y a pas de différence. C'est incroyable. Très très bon. Non, moi je pense que c'est un peu moins sucré que celle au riz et aux pâtes. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont mis moins de lait concentré sucré ou quelque chose comme ça. Mais non. Ça dépend de... Elle est excellente. Excellente, très bonne, très bonne. Si vous venez à Caripe, vous devez goûter la chicha d'Okumo. C'est l'une des choses que j'adore, non seulement en voyageant à travers le monde, mais aussi ici, au Venezuela. Il y a tellement de plats typiques dont je n'ai même pas idée qu'ils existent. Avant de venir, Luis, rarement présent, nous a fait une recommandation. Quelques plats que cette fois-ci, nous n'avons pas eu l'occasion de goûter. Mais imaginez qu'ici, ils mangent du sancocho de crabe et un autre plat appelé le pumouille, qui est comme de l'igname, avec du poisson et des assaisonnements. Alors, c'est l'une des choses qu'on aime le plus quand on voyage, c'est de goûter les plats typiques des villages, du Venezuela et des autres pays visités. Mais on nous disait hier que beaucoup d'Italiens sont arrivés dans cette région. Un plat courant ici, ce sont les pâtes à la bolognaise, mais on y ajoute de la banane plantain et parfois du fromage blanc râpé, ce qui est très vénézuélien. Exactement. Donc, tu peux trouver des plats qui ne sont pas forcément autochtones, mais qui sont typiques de l'endroit. C'est ça, L'assado negro est un plat très typique d'ici. Bien qu'il n'ait pas été inventé ici, il est très consommé, servi avec une purée et des tranches de banane plantain, incontournables sur une table vénézuélienne. Alors, on va le goûter. Attention, on n'a pas encore déjeuné, c'est donc un vrai honneur. Ce rôti a l'air bien tendre. Et très savoureux, vraiment très savoureux. Quel bon repas. Avec la chicha et ça, j'hallucine. Si vous venez à Loma Paraíso, vous devez manger dans leur restaurant, parce que vraiment, tout est très bon.
La chicha est délicieuse, hein, l'assadito aussi. Et ces petites tranches ont l'air d'être sucrées. Avec de la cannelle, ouf. Que c'est bon? Tout est très bon, 20 points. Bon, bon appétit. Regardez, en fin d'après-midi, nous sommes venus à la grotte du Wacharo. Pour les écouter sortir de la grotte, Parce qu'à cette heure-ci, ils vont chercher leur nourriture. Et ils nous ont laissé nous approcher pour essayer d'enregistrer l'audio qu'ils font, ce sont si spectaculaires quand ils sortent. Au début, il y en a quelques-uns qu'on appelle les guacharos explorateurs, puis ils sortent en masse. Nous allons essayer de les capturer pour vous. Waouh, ce que je viens de vivre est dans le top des moments de ma vie. Quel spectacle de voir les guacharos sortir. Le son en plus, Luis nous a dit, quand vous entrez dans la grotte, mettez vos mains ici sur vos oreilles et appuyez un peu. Et on entendait comme une forte pluie, mais ce n'étaient pas les animaux qui faisaient ce bruit. Et puis en sortant, nous avons vu des lucioles. Non, quel spectacle. Je suis impressionnée, je n'ai pas encore les mots justes pour exprimer tout ce que je ressens. eh bien, même si l'entrée de la grotte ferme normalement à 15 heures, nous vous recommandons de rester, si vous le pouvez, après 18 heures. C'est à ce moment-là que le soleil se couche complètement et que les guacharos commencent à sortir. Et vous pouvez parfaitement rester à l'extérieur, comme nous l'avons fait. Pour voir les guacharos sortir, nous nous sommes approchés un peu plus pour enregistrer l'audio. Mais vous, depuis une sorte d'amphithéâtre qui se trouve là, il y a des chambres, il y a une petite place d'où l'on peut observer les guacharos sortir, et c'est merveilleux. C'est-à-dire, on nous a dit qu'il y a entre 9000 et 10 000 spécimens de cet animal à l'intérieur de la grotte. Mais ils sortent par colonie. D'abord, c'est comme le chef de la colonie qui sort, puis il entraîne tout le reste de la bande. Et on nous a dit qu'ils peuvent parcourir jusqu'à 300 km en une seule nuit. Sans aucun doute, note, demain nous reviendrons pour entrer dans la grotte et vous montrer le parcours à l'intérieur. Mais ceci n'est qu'un petit aperçu de ce qu'on nous a raconté aujourd'hui. Eh bien, pour vous, c'est 1, 2, 3. À bientôt. Bonjour. Lors de notre dernier jour dans l'état de Monagas, nous sommes venus visiter une autre hacienda qui nous avait invités avant notre arrivée. Elle s'appelle Campo Claro. Ils ont aussi des petites cabanes pour héberger les touristes, ainsi que des restaurants. Et nous n'avons pas pu rester ici à cause du peu de temps que nous avions, mais nous avons quand même fait la visite. Et ils nous font goûter des fruits typiques de la région que je n'avais pas encore goûté, et je vais vous les montrer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que tu as là? Comment ça s'appelle? C'est un fruit qui est récolté ici dans la commune Caraïbes. D'accord. Et comment ça s'ouvre? Eh bien, il faut une grande force. En gros, Comme en l'enroulant, moi... et je vais... Madame? Plus fort, bien. C'est ça. Et après, comment tu l'ouvres? C'est prêt pour qu'il reste là? Bien. Is. Voici le fruit. D'accord. Le fruit. Bien, le fruit. Ça a l'air? Guanabana, oui, ça ne se peint pas. Voyons, ça ressemble vraiment à du coton, non? Oui, très. Doux, du sucre pur. Gardez la pépoda. Waouh! Ça a le goût de barbe, papa? Regardez, dans cette hacienda Campo Claro, ils produisent aussi leur café, appelé El Jardin de Oriente. Ils ont aussi divers fruits, comme ces grosses oranges de Californie. Ils ont ces citrons qui sont aussi géants comparés à un citron ordinaire qu'on trouve à Caracas. Et ils ont aussi de la pumalaka. En fait, l'une des dames, regardez, fait de la confiture de pumalaka. Comme une marmelade, mais il y a aussi de gros morceaux de pumalaka dedans.
Ah oui, c'est comme une gelée, délicieux. Ils ont aussi beaucoup de mangue et de bananes plantains dans cette région. Nous allons maintenant goûter ce petit café qui est pratiquement fait ici du grain à la tasse. Regardez, ici nous avons Madame Mariella. J'aimerais qu'elle nous parle de l'histoire de ce lieu et depuis quand ils y travaillent. Avec des touristes comme Hacienda en produisant du café, racontez-nous un peu ces années dorées de cet endroit. Écoute, cette hacienda a environ 40 ans, d'accord? Et dans le secteur du tourisme, elle existe depuis à peu près 31 ou 32 ans. Mais en réalité, c'est en 1992 que le boom a commencé avec les camps de la Govenne, qui venaient à l'époque où il y avait encore des camps pour enfants. On emmenait les enfants jusqu'aux portes de Miraflores, aux eaux de Moïse. Avant, c'était la Mesilla qui se trouvait dans l'État du Sud. On emmenait les enfants en camp de vacances. En 1993, on a débuté avec le tourisme étranger. Des Hollandais, Allemands, Danois, Anglais, Américains. Jusqu'à l'année 98. En 98, le tourisme a commencé à décliner, mais il y avait toujours des groupes de Hollandais et d'Allemands qui venaient. L'un entrait et sortait, celui-là partait et d'autres arrivaient. Jusqu'en 2014 où ça a de nouveau commencé à baisser. En 2016, il y a eu la pénurie d'essence, il n'y avait pas de liquide. Après, nous avons eu encore quelques années avec du tourisme jusqu'à ce que la pandémie vienne tout épuiser. Car ils organisent aussi des retraites spirituelles. Oui, mais il y a des retraites spirituelles, soit des camps, des opérations, tout ça. Actuellement, les balades à cheval qui existaient dans tout le domaine ont disparu. Bien sûr, parce qu'ils n'ont plus les chevaux. Et tous les produits, comme vous pouvez le voir, viennent d'ici, du domaine. Le café, l'orange, la pumalaka, tout cela vient d'ici. Sans additifs chimiques. Bien sûr, et je vois que vous avez une super cuisine. Vous préparez aussi les repas pour ceux qui restent d'ici, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on travaille avec la nourriture, avec le petit déjeuner, le dîner et tout. Vous savez déjà. C'est l'un des endroits sur lesquels nous, les touristes, les voyageurs, devons travailler pour les restaurer. Parce que si nous ne les visitons pas, ils ne peuvent pas les récupérer, ils ont seulement besoin de notre contribution. Ils sont vraiment en harmonie avec la nature, n'est-ce pas, Valé? C'est-à-dire, ici, il y a des forêts, des sons d'oiseaux, de la pluie. C'est un spectacle et nous espérons que dans les prochaines années, ils pourront le récupérer et recommencer à recevoir. Néerlandais, allemand, danois. Il y a une cascade, des itinéraires pour faire du vélo, un sanctuaire, des parcours pour l'observation des oiseaux. C'est-à-dire, c'est parfait pour tout type de tourisme, des familles qui veulent venir avec leurs enfants, jusqu'aux ornithologues. Tous les experts qui souhaitent photographier ces spécimens si spectaculaires que l'on nous montre dans ce calendrier. Voici l'une des petites cabanes qu'ils ont pour accueillir les touristes. Allons-y pour la découvrir. Ici, vous avez votre petite table. 1, 2 et 3 lits là-bas. Là-bas, il y a votre réfrigérateur et votre évier. C'est pour 4 personnes. Voyons-y, voici la petite salle de bain. Une question, combien coûte une petite cabane comme celle-ci? Celle-ci est à 25 $, 25 $, donc ça ferait moins de 10 $ par... Non, ce n'est pas moins, c'est environ 7 $ par personne, 8 $ par personne. Restez dans cette petite cabane en pierre, vraiment, vraiment jolie. Et ici, je vais vous montrer une autre des petites cabanes qu'ils ont. Là-bas, il y a son réfrigérateur, sa petite cuisine. Par ici, il y a une chambre matrimoniale avec sa salle de bain privée, sa salle de bain. Et par ici, il y a l'autre salle de bain de l'autre chambre, qui a un petit lit simple et un lit superposé. Celle-ci est pour 5 personnes et coûte 40 $. Ça ferait à nouveau 8 $ par personne. Contrairement au Loma Paraíso, qui était la pension où nous avons passé les 2 dernières nuits, celle-ci est un peu plus simple, mais elle est aussi plus économique. Loma Paraíso, sauf erreur, c'est la nuit la moins chère. C'est à 40 $ pour 2 personnes, ce qui fait 20 $ par personne. Et ici, on peut l'obtenir à 8 $ par personne, c'est un peu moins de la moitié. Un autre avantage de cet endroit, c'est qu'il est littéralement en pleine nature. Il y a des arbres à oranges, enfin des orangers comme on les appelle, des mandariniers et des pamplemoussiers roses. Et comme je vous l'ai mentionné auparavant, il est utilisé pour des retraites spirituelles. C'est un endroit, disons, plus rural, mais attention.
Aussi, autour de Loma Paraíso, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de verdure et il y a aussi une petite piscine. C'est-à-dire chacune des haciendas ou des auberges a ses avantages. Maintenant, c'est à vous qui nous regardez de décider dans laquelle vous voulez rester. Pendant longtemps, s'il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait des pyramides au Venezuela qui n'avaient pas encore été découvertes. Eh bien, je vous les présente. Voici la première pyramide découverte au Venezuela par Emmanuel Vieira. D'accord. Pour le registre de l'humanité, d'accord. En vérité, c'est un sanctuaire. Ne croyez pas à mes bêtises, mais c'est spectaculaire. C'est de l'auberge. Hacienda Campo Claro. Et on va voir si on peut entrer, pour voir comment c'est à l'intérieur. Cette chapelle est dédiée à la Très Sainte Trinité. Regardez, toute simple, mais très jolie. Il y a comme d'autres mini-pyramides là-bas. Et il y a peu de figures. Là-bas, ils ont mis le Christ et un autre Christ suspendu là-bas. Et quelle beauté! Laissez-moi voir si je peux baisser la lumière pour que vous la voyiez mieux. Non, c'est incroyable, vraiment spectaculaire. Et regardez la vue que l'on a sur la forêt. Imaginez-vous ici, déconnecté du monde extérieur. Et en pleine harmonie avec la nature, qu'en penses-tu, petite fille? Quelle beauté, n'est-ce pas? Je veux dire, j'imagine cette hacienda à son époque. Doré? Et ça me rend nostalgique, honnêtement. J'adorerais que tous ces endroits qui, n'ont peut-être pas actuellement la capacité de tout garder parfaitement à jour, puissent bientôt y parvenir. Parce qu'ils sont magnifiques et qu'ils valent la peine d'être visités. Catalina, regardez comme cette lorita est jolie. De retour à Caripe, nous découvrons la maison de Sandra que nous allons vous présenter. Elle disait que cette maison avait peut-être 100 ans, alors nous lui avons demandé une visite guidée. Allons voir comment elle est. Excusez-moi. Bienvenue. Je rêve d'une maison avec une cour au centre. Tout le salon entoure le jardin, qui est comme l'attraction principale de la maison. Et il est spectaculaire. Quelle beauté ce rosé, également du... Bon, je vais vous présenter Sandra, une caripera qui a vécu ici toute sa vie. Elle a cessé d'enseigner il y a 2 ans, après avoir consacré sa vie à la géographie. Aujourd'hui, elle tient le compte marché avec Sandra. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Sandra, présente-toi. Comment ce projet a-t-il commencé? Parle-nous un peu plus de toi. Eh bien, je suis Sandra Alan Antonio, je suis retraitée, mais je me sens plus active que jamais. Le projet a commencé pendant la pandémie. Eh bien, l'ennui à la maison, tout était déjà propre, organisé. Alors, j'ai décidé de marcher tous les après-midi. Et chaque après-midi, je tombais encore plus amoureuse de mes montagnes, des paysages, tout était plus beau. Et donc, j'ai décidé d'aller chaque jour un peu plus loin, un autre endroit, tu sais. Et au fur et à mesure que je faisais les publications, les présentations me motivaient. Regarde cet endroit, c'est beau, tu savais, pour Caripe? Je ne connaissais pas. Et cela m'a donné une raison de créer plus de contenu, de sortir parcourir le village et aussi de faire connaître aux gens, établir un contact avec les habitants de Caripe partis à l'étranger pour leur montrer notre vie ici. Eh bien, malgré les difficultés, nous allons bien, nous continuons à travailler en ayant confiance que grâce au travail, nous pouvons y arriver, accomplir beaucoup de choses. Tout dépend de la volonté et de l'attitude d'apprécier ce que nous avons, de ressentir cette fierté. Pour nous, être cariperos, c'est un saut dans le cœur. Et partout où nous allons, comme les Vénézuéliens, Caripe et le Venezuela sont avec nous. Tout à fait. Et c'est quelque chose dont je suis très fière. J'ai remarqué que tous ceux qui vivent ici sont super heureux d'être de Caripe, de vivre ici. C'est comme une caractéristique très commune. Oui, c'est comme si, on se connecte, tu vois. Être de Caripe, c'est aussi connaître notre histoire, aimer ce que nous avons. En plus de la grotte du Guacharo et des autres sites emblématiques de la commune,
il y a aussi beaucoup d'autres choses et activités importantes qui nous unissent, qui nous relient au reste du pays et au monde. Eh bien, parce que nous sommes maintenant dispersés à travers le monde et je suis heureuse de vous rencontrer, que vous soyez ici. Vous êtes toujours les bienvenus. Continuez ce magnifique travail et félicitations. Eh bien, espérons aussi faire un tour avec ces deux fous. Bien sûr. Dis-moi, qu'aimes-tu le plus dans le fait de vivre ici aux Caraïbes? Eh bien, je crois qu'ici, nous vivons dans une bulle parce qu'il y a vraiment de la sérénité, du calme, de la paix et de la fraternité. Parce qu'ici, nous sommes tous cousins. Salut, cousin, cousin, mais pas de sang, de cœur, tu sais. Un beau sentiment et aussi, eh bien, à tout moment, nous sommes solidaires. Alors, eh bien, j'adore ça et je pense que c'est ça l'important, être frères et avoir cette fraternité que nous avons réussi à obtenir. Surtout dans les villages, parce que dans les villes, les gens prennent leur distance. Tu habites à côté, mais tu ne te connais pas, alors qu'ici, nous nous connaissons. Cette maison appartient à l'arrière-grand-mère de mes filles, Myriam et Estefania, et à la grand-mère Carolina. Elle fait partie de la tradition familiale depuis plus de 100 ans. Maintenant, nous sommes ici donc pour préserver ce patrimoine. C'est Sandra. Peux-tu inviter tous ceux qui nous regardent à visiter Cariplo? Merci. Eh bien, nous invitons tous les fous qui nous suivent, ces deux fous aussi, à venir à Caripe, à nous rendre visite, à encourager le tourisme. Nous avons beaucoup à offrir à Caripe et au Venezuela. Et voilà, nous sommes ici à votre disposition et toujours les bienvenus. Merci. Au fait, nous ne l'avons pas mentionné, mais Sandra a 18 ans. Elle fait des petites glaces. Des petites glaces? Tout à l'heure, nous allons les goûter. Oui. Bon, ici, nous avons une chambre, une autre salle de bain, une autre salle de bain. Et ici, c'est le garage où il y a de la place pour plein de voitures. Mais nous, on en a une seule. Ça me rend tellement spectaculaire. Oui, bon, ou... Cette salle, tout est incroyable. La hamaca? Hamaca? Avec vue sur ce jardin central. Maintenant, juste à côté de l'entrée de la maison, il y a le petit stand de glace. On va goûter. Elles sont 100% naturelles, n'est-ce pas? Oui, l'eau. Elles ne contiennent que du sucre, mais il existe aussi des versions à la noix de coco ou à la framboise. Framboise, noix de coco, passion, tamarin, mangue. Le petit prend noix de coco, moi fruit de la passion. Regarde, ici, ce sont des petites amies. Ici. Où on met à l'épreuve le castorage, on sort les dents de castor. Bonjour, sensibilité. C'est génial. Vous savez, comme une petite noix de coco glacée, c'est délicieux. Vraiment, j'adore. J'aime ça depuis que je suis petit. Je me rappelle qu'une dame près de chez moi en vendait les mêmes avec un bâtonnet en bois. On le frottait longtemps à la main, puis on le retirait du bâtonnet. Ça devenait comme une glace. À l'envers, enfant, je commençais par le bas. Ça me rappelle mon enfance. C'est trop bon. Si vous venez à Caribe, ne manquez pas de goûter les petites glaces de Sandra, qui se trouvent tout haut sur la rue principale du petit village de Caribe, près du marché. Et c'est l'une des activités intéressantes à faire dans le village. Spécifiquement si vous venez les jeudis ou les samedis, qui sont les jours où il y a le plus d'activités au marché. Oui, oui. Ce monsieur, c'est monsieur Miguel Guevara, le chauffeur de bus depuis de nombreuses années, toute sa vie, presque 50 ans en tant que chauffeur de transport public. Enfin, pas public. Tu paies, mais tu vois, il emmenait les enseignantes toucher leur salaire à Maturin, les étudiants à San Antonio, tu vois. C'était tout un personnage entièrement dédié à ce qui était le transport. Parfois, mais il m'a raconté, quand je l'ai interviewé, qu'il préférait ramener les personnes qui n'avaient pas d'argent pour payer. Parfois, il laissait partir ceux qui avaient de l'argent, disant « Si ce n'est pas moi, qui les ramènera ?» Celui-là, tout le monde peut l'emmener, il a de quoi payer. Tu vois, c'est une personne noble, avec de bons sentiments. Il a aidé de nombreux jeunes étudiants sans moyens à payer le ticket en les emmenant. Même à Maturin, il apportait les vêtements à laver et les ramenait propres. Un vrai personnage. Monsieur Omar Aristimuño est un patrimoine culturel du village, tu sais? Eh bien, patrimoine culturel,
C'est lui le génie de la Semaine Sainte et de nombreuses activités qui se font à Caraïbes depuis très longtemps, les carnavals, les foires, tu sais. Il a un art, il a une façon de créer, de mettre en scène, de transformer qui est incroyable. C'est une personne incroyable et tout le monde l'aime, tout comme Monsieur Miguel. Ce qui m'a le plus surpris lors de nos interviews aux Caraïbes, c'est que les gens disaient être très heureux d'y vivre. Nous, curieux de la vie des gens, leur demandions « Et les services de base comme l'électricité ?» Ou dans des lieux où ils cuisinent au gaz faute d'électricité, et sans gaz, ils utilisèrent le bois, mais on voyait que les gens étaient heureux. Et attention, je ne veux pas excuser le fait qu'il n'y ait pas d'électricité ni de gaz, ce serait une bénédiction que tout le monde puisse avoir tous les services. Mais nous avons du coup l'occasion d'interviewer des personnes ayant des conditions de vie similaires à Caracas. Ils restent toujours dans la victimisation. Même si dans la ville, il y a beaucoup plus de privilèges que ce qu'on peut avoir à l'intérieur du pays, comme ici à Monagas. Et vraiment, ça, c'est l'une des choses que je retiens le plus de notre visite à Caraïbes, à San Antonio, à Capayacuar, aux portes de Miraflores. C'est que vraiment les gens ont une très bonne attitude, et je crois, même si évidemment je ne le sais pas. C'est un élément clé de la longévité. On nous a parlé de messieurs de 94 et 80 ans, et hier nous avons rencontré une dame de 104 ans. Ma grand-mère a 75 ans et elle en a 15. Elle se plaint de tout, que la télévision ne marche plus, que le Direct TV ne fonctionne pas, qu'elle a mal à la tête. Elle prend 15 comprimés par jour. C'est impressionnant. Je pense même que peu importe les conditions dans lesquelles elle vit. Il y a des personnes en fait avec très peu de moyens, mais même des gens de la classe moyenne supérieure qui passent leur temps à se plaindre de tout ce qu'ils n'ont pas et de tout ce qui leur manque. Alors qu'ici, ils sont reconnaissants pour le peu qu'ils ont et ils profitent ensuite de tout ce qu'ils ont autour d'eux. C'est une bénédiction. Je suis très heureux d'avoir visité Caraïbes et j'espère que tous les Vénézuéliens s'en inspireront. Même si ce n'est qu'un petit peu avec ces vidéos que je vous montrais sur l'attitude. Les habitants de Caraïbes, que nous pensions appeler Caripens, sont en fait nommés Cariperos. Donc vraiment, c'est très beau. Et si vous avez l'occasion de venir et de parler avec les gens, croyez-moi, cela va vraiment changer votre perception de la vie en général. Pas seulement du Venezuela ou de la situation du pays que nous pouvons traverser en ce moment, mais de la vie en général. Eh bien, et ce sujet de conversation vient du fait que ce monsieur, avec ses 94 ans, a une attitude que beaucoup de jeunes n'ont pas. Une attitude de recherche, de faire, d'être super proactive. Et on aimerait qu'il soit cloné, que monsieur soit cloné, pour que plus de personnes soient comme lui, n'est-ce pas? Maintenant, voyageurs, nous sommes de retour aux grottes du Guacharo. L'entrée coûte 2,5 $ et dans cette zone, il y a un Wi-Fi gratuit. Pour payer via mobile, car ils n'ont pas de terminal. Ils acceptent aussi l'argent liquide, en dollars ou bolivars, donc prévoyez-le en venant. Un guide d'InParks attend qu'environ 8 personnes arrivent et forment un petit groupe pour partir. Nous ne sommes que 3, donc nous attendons que d'autres personnes arrivent. Et sinon, de toute façon, nous partirons seuls. À l'intérieur de la grotte, il y a une partie touristique. Comme vous pouvez le voir ici, ceci est comme une maquette de ce que serait la grotte. Et ensuite, ici, il y a comme un plan. Il n'y a qu'une seule partie de la grotte où les touristes peuvent entrer. Et il y a une autre partie dont nous parlait Louis, notre ami, qui nous accompagne ici à Caraïbes, qui n'est pas ouverte au tourisme. Il faut des autorisations et tout ça, mais on voit que ça procure pas mal d'adrénaline. Il y a même des mini-grottes, enfin pas vraiment des mini-grottes, mais on voit que ça procure pas mal d'adrénaline. Il y a même des passages sous l'eau qu'il faut traverser si on veut atteindre la partie explorée, qui fait environ 10 ou 5 km. Si je ne me trompe pas, on va le confirmer avec la guide, et c'est la 4e plus grande grotte du Venezuela. C'est la première fois à 30 ans que je viens découvrir la grotte du Guacharo. Et vraiment, c'est spectaculaire. Regardez, le sentier est vraiment beau. Les plantes autour, les arbres. Non, ça, vraiment, c'est merveilleux.
Bon, nous ne sommes pas encore rentrés. Accompagnez-nous pour la voir. Ne vous avancez ni restez en arrière. Essayez d'éviter les rochers. Car ici vivent 121 espèces animales, dont scorpions, scolopendres, mille-pattes, araignées et grillons de grotte, 3 sortes de rats et des chauves-souris. Nous ne verrons pas tout, mais certains. Allons maintenant dans un lieu avec des oiseaux. Si vous sentez quelque chose de chaud, tiède ou collant tomber sur vous, savez-vous ce que c'est? La bienvenue à l'adieu de Guacho? Le jeune Guacho peut peser presque 1 kg alors que l'adulte pèse entre 250 et 450 grammes. Après la naissance, ils prennent du poids dans le nid, puis en perdent en grandissant pour devenir assez légers et apprendre à voler. Ils sortent vers 18h, 30-19h, cherchent des fruits autour du parc et rentrent avant l'aube. Ils récoltent les fruits puis les recrachent ou les vomissent. C'est pour cela qu'ils ressortent entiers. Ils profitent du fruit pendant la journée. Ici, à l'intérieur, les guacharos utilisent 3 types de sons. Ce son est le cladard, qui leur permet de s'orienter et de ne pas heurter les parois des fruits. Le son le plus fort qu'ils émettent est un grognement, car ils détectent notre présence. Ils se sentent menacés et produisent ce son plus fort. L'autre son sert à communiquer avec leur partenaire ou la colonie. Ce sont des oiseaux monogames ou monocus. Vous savez ce que c'est? Oui. Oui, ils ont un seul partenaire? Fidèle à son partenaire. S'il meurt, il meurt de chagrin. Si c'est votre cas, félicitations. Voici une stalactite en formation et en bas, une stalagmite. Dans environ, d'après mes calculs, voyons voir, 148 millions d'années, cela formera une colonne. Donc si YouTube existe encore d'ici là, que cela reste pour la postérité, mettez un like. Regardez, ceci est un petit oisillon des guacharos qui tombe parfois du nid. Les parents ne peuvent pas venir le nourrir. Et bientôt, il mourra, soit par manque de nourriture, soit parce qu'un autre animal le mangera. Et nous, les humains, ne pouvons rien faire pour interférer dans l'écosystème de la grotte. Donc nous devrons le laisser là. C'est dur. Désolé mon petit ami. Sur les parois de la grotte, presque à la fin, il y a beaucoup d'inscriptions faites au charbon. Regardez, 1895 là-haut, 1879, 1900. Donc nous avons vu des inscriptions de nombreuses années. Évidemment, il est désormais interdit de gratter les murs et tout ça, mais imaginez ces époques où, on avait si peu de connaissances sur le sacré. Et l'importance que peuvent avoir ces roches et toutes ces formations. Qu'est-ce qu'ils venaient écrire ici? Je suis venu avec mes Evita. Je fais un salut à mes petits amis parce que j'ai dit, ici est passé Alicia Felipe. On ne voit pas seulement des dates, mais aussi toutes sortes d'écritures. La visite de la grotte est terminée. C'était vraiment spectaculaire. Je tiens à faire une mention spéciale à notre guide Najibert qui a ajouté beaucoup d'humour aux informations techniques pour rendre la visite plus agréable. Si vous avez l'occasion de faire la visite avec elle quand vous venez, vous passerez vraiment un très bon moment.
Cette vidéo se termine aussi. Nous avons découvert de superbes endroits à Monagas et espérons revenir bientôt en explorer d'autres. Nous avons aussi rencontré des personnes très aimables qui nous ont ouvert leur maison et leur cœur. Quel spectacle! J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous suivrez 2 fous de voyage aussi sur Instagram. On se retrouve dans une autre vidéo.